Donc le principe de cette conférence, on va parler avant tout du sponsoring, puisque nous avons ici un panel de joueurs et de professionnels qui ont connu, connaissent, veulent connaître le sponsoring. Et puis on va essayer de répondre à ce sujet pendant une heure pleine. Alors je vais vous demander d'applaudir Sonny Franco, Fabien Perrault, Steven Moreau, Erwan Pêcheux, Sarah Erzali, Zakaria Ouzine et moi. Bon, alors, commençons de suite par le sponsoring, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe avant le sponsoring ? C'est-à-dire comment ils ont réussi à se faire sponsoriser, comment ils ont réussi à devenir joueurs professionnels, puis à intéresser des marques de poker. Et pour ça, on va commencer par en parler avec monsieur Fabien Perrault. Fabien, tu as connu le sponsoring, tu as aussi toute une démarche pour arriver jusqu'à ton statut de joueur professionnel. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce parcours, s'il te plaît ? Très bien. Donc de mon parcours en particulier, je voulais faire une petite remarque. Déjà, comment se fait-il qu'on ait plus de bruit pour Zach que pour Sarah ? Que se passe-t-il là ? Non ? Alors, au niveau de mon parcours, c'est vrai que le parcours vers joueur professionnel, enfin entre guillemets, en tout cas joueur sponsorisé, ça va souvent être un parcours très individuel dans le sens où on va tous avoir un parcours un petit peu différent. Néanmoins, on a un point commun, et si je peux parler du mien avec la plupart des joueurs, c'est évidemment le travail qu'on a mis en amont pour en arriver là. La plupart du temps, ça n'arrive pas par hasard. Si un jour on accède justement un petit peu à ce Graal de joueurs sponsorisés, c'est parce c'était avant tout, dans un premier temps, un rêve, dans un deuxième temps, un objectif, et on a travaillé pour ça. Donc on a tous été débutants un jour, je l'ai été aussi, dans tous les domaines, et voilà, à force de travail, on arrive peut-être à atteindre ça. J'ai eu la chance d'avoir une équipe pro qui m'a recruté. Pour moi, c'était quand même quelque chose de relativement motivant, et c'était une sorte d'aboutissement. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit non plus l'aboutissement final. Une fois qu'on rentre dans une team pro, après il y a besoin de faire ses preuves, il y a besoin d'aller plus loin et ainsi de suite. Mais voilà, je me perds un petit peu dans mon explication, excusez-moi. Au niveau de mon parcours, c'est un parcours de joueur en ligne principalement. J'ai beaucoup joué en ligne, j'ai travaillé mon jeu en ligne auprès d'autres joueurs, très bons joueurs. Au poker, c'est très important, on en parle lors de mes coachings pour ceux qui sont venus, c'est très important le partage des connaissances, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment tout seul, c'est beaucoup plus dur de progresser que si on est en binôme ou plus, si on va discuter avec d'autres joueurs, s'instruire et ainsi de suite. Donc c'est un parcours qui s'est fait petit à petit, avant tout sur l'online. J'ai monté ma bankroll sur différents formats de jeux, j'ai touché à tous les formats de jeux, donc Sit and Go, tournoi, cash game. Et puis voilà, jusqu'au jour où on a une équipe qui vient nous voir en disant voilà, ton profil nous intéresse et es-tu d'accord ? donc voilà, c'est avant tout basé sur du travail, des résultats et de la motivation. Alors c'est allé très vite, mais c'est un long travail effectivement, comme l'a dit Fabien, il n'y a pas que de la chance, il y a aussi un travail de longue haleine. J'ai commencé comme vous, j'ai envie de dire, à jouer pour le fun, pour zéro. J'ai fait des free rolls sur internet, j'ai fait partie de 2 associations étudiantes qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, qui sont dans des écoles d'ingénieurs à Paris, où on jouait juste pour s'amuser, et j'ai grindé online sur des free rolls. Au début j'ai gagné des centimes, j'ai gagné peut-être 7, 10, 15 euros à la semaine, et c'est comme ça que je suis monté. Après ça fait 100, 1000, 10 000, puis je me suis intéressé au live. Et au début, j'avais pas une bankroll énorme, donc je me suis un peu renseigné et j'ai été contacté par My Poker Squad. Je salue Véronique, Megan. Et donc, grâce à My Poker Squad, j'ai pu accéder à des tournois live dont je n'avais pas les moyens de me payer. J'ai perpé sur ces tournois. Et jusqu'en avril 2013, où j'ai fait 2e du WT national à Cannes by PMU, et j'ai rencontré l'équipe de PMU, et voilà, j'ai été contacté pour un casting en octobre-novembre 2013, et j'ai été pris sur ce casting avec Brian pour intégrer la team pro PMU.
Voilà. Le rôle de joueur sponsorisé, il y a plusieurs facettes en fait. Je pense que déjà, naturellement, c'est d'essayer de montrer une bonne image de sa room. On porte un logo, donc on représente une marque. Donc on est obligé de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à son comportement. Donc c'est plutôt être exemplaire. Et ensuite, ça peut être différentes choses. Évidemment, quand on est sponsorisé, la room attend de nous qu'on communique aussi sur, par exemple, les tournois online, les tournois live, les qualifications, etc. Le but, c'est de pourquoi pas donner envie à certaines personnes de nous rejoindre sur notre room, de pouvoir jouer contre nous, de pouvoir se qualifier sur des lives, etc. Évidemment aussi, il faut essayer, pourquoi pas, d'aller au contact avec les joueurs amateurs comme on peut le faire ici, parce que c'est important. Et voilà, c'est, je pense, véhiculer une bonne image, avoir vraiment donné l'envie à certaines personnes qui ne connaissent pas la room de venir, de leur proposer, de leur dire voilà, ça c'est notre offre de tournoi. On peut ensuite se qualifier pour des tournois live comme par exemple PMU, gagner des packages pour aller à Las Vegas, etc. Je pense que c'est beaucoup de communication. Les réseaux sociaux, c'est maintenant très important dans le monde du sponsoring. C'est toujours bien d'avoir une communauté parce que on peut discuter sur Facebook, discuter sur Twitter, et je pense que c'est aussi le rôle joueur sponsorisé, c'est de faire rêver quand même, entre guillemets, parce que quand on est sponsorisé, on a vraiment une chance énorme. Je pense qu'on s'en rend compte. Et on s'en rend compte surtout quand on n'est plus sponsorisé d'ailleurs. Mais c'est vraiment un rêve et on a beaucoup de chance. Donc je pense que transmettre ce kiff qu'on vit quand on se déplace à Las Vegas ou dans d'autres endroits, je pense que c'est important aussi de véhiculer le fait qu'on est sponsorisé, on a de la chance. Et on le souhaite à tout le monde parce que je pense qu'on en parlera, mais maintenant c'est presque atteignable. Enfin voilà, par exemple, un exemple comme Erwan, il y a 3 ans, il n'aurait pas pensé être sponsorisé. Moi, c'était pareil au début. Et je pense qu'on peut vraiment y croire. Donc voilà, véhiculer une bonne image, et je pense que c'est déjà très important. Non, je rejoins parfaitement ce que disait Gloob, effectivement. Le besoin pour une room d'avoir des joueurs sponsorisés a évolué quelque part. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on prenait des joueurs on sponsorisait des joueurs pour leurs résultats, parce qu'ils étaient visibles grâce à ce résultat-là. Et aujourd'hui, on a évolué vers d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur sponsorisé, au-delà des résultats, au-delà de son niveau de jeu, le niveau de jeu qu'il doit avoir, il doit véhiculer un certain nombre effectivement de choses que disait Gloob, et il doit pouvoir donner l'impression, les joueurs de la room, les joueurs français doivent s'identifier à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait évoluer le sponsoring vers prendre des profils de sponsorisés vers des profils qui vont aller à un moment parler à une cible de joueurs qu'on est en train de travailler. Nous, on l'a bien vu sur PMU. On a eu 3 générations d'équipes, on a 3 équipes différentes, historiques. Les premiers joueurs sponsorisés chez PMU, Guillaume, Philippe, Torza, Jean-Philippe et Rebecca, c'était des joueurs qui correspondaient à la cible des joueurs du PMU en 2010, au démarrage. Et puis la clientèle où les joueurs PMU ont évolué, donc on a fait évoluer les joueurs qu'on a sponsorisés également. Et ça, c'est important de visualiser bien les choses. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément, enfin je le dis ça entre guillemets, mais on ne prend pas forcément les meilleurs, parce que des bons joueurs, il y en a partout. On prend les bons ou les meilleurs qui correspondent à ce qu'on a besoin, nous, en termes de marketing. En fait, le sponsoring, c'est un outil marketing. C'est un levier qui nous permet de travailler le business. Voilà. Et les joueurs sponsorisés, aujourd'hui, en ont conscience. Alors, Sarah, toute nouvelle Team Pro PMU. Un petit peu la surprise du chef. C'est ça. Alors, là, ça faisait quelques années que tu étais un petit peu en dehors du circuit. Tu faisais énormément de cash. Exactement. Alors, le changement de vie, là, quand on passe de joueuse qui est un petit peu retournée à l'anonymat volontairement et qui retrouve la lumière et qui est même obligée de représenter une marque. Ça change totalement une vie, d'autant plus que moi, je suis plutôt discrète à la base. Écoutez, c'est un rêve pour tout le monde, ça a été le mien, je pense que c'est le vôtre aussi, je pense que c'est accessible à tout le monde vu que ça m'est arrivé, donc voilà, surtout ne perdez pas espoir. J'étais sponsorisée il y a longtemps, à l'époque je gagnais un peu des tournois, là ça fait quelques années où j'ai plus fait de tournois, totalement même. Là aujourd'hui je vais reprendre ce rythme qui est de faire le tour du monde, donc c'est plutôt sympa, ça change la vie. C'est pas simple. Non, c'est pas simple, c'est très compliqué. Donc voilà, et puis c'est tout quoi.
Est-ce que tu... pas hésite, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as peur de retrouver justement cette vie-là? Est-ce que ça fait peur aussi de retrouver la lumière, de devoir aussi repartir représenter? Peur, non. J'ai appréhendé un petit peu. On a toujours peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je pense que j'ai été un peu acceptée, donc ça va. Mais j'ai eu l'appréhension. Ouais. Pourquoi, après Sajou, tu as décidé de te faire discrète et repartir au cash game? Je pense que c'est très compliqué de vivre que du tournoi. Erwan, un avis? Après, C'est pas si compliqué que ça, apparemment. je pense que c'est très compliqué de vivre que des tournois de ses propres moyens. Donc, du coup, j'ai favorisé le cash game parce que pour moi, ça représente plus le gagne-pain au quotidien. Donc après, c'est ma vision des choses. Il y en a qui arrivent à vivre que des tournois. Je leur dis un grand bravo parce que pour moi, ça reste exceptionnel. Donc Erwan a réussi. Donc voilà. Mais moi, j'ai préféré, on va dire, assurer la sécurité et moins privilégier la variance. Enfin, je pense que pour moi, le cash game, c'est plus rentable. Voilà, je pense. Financièrement, voilà, je pense que le tournoi, ça va être un rêve. Je vais peut-être en gagner un une fois de temps en temps, mais voilà, pour vivre. Erwan, un avis? Alors, oui, c'est vrai que le tournoi peut paraître parfois un peu décourageant pour certains, parce que si les résultats ne viennent pas tout de suite, effectivement, on peut pas se dire, même si on est bon, qu'on ne peut pas vivre du tournoi. Or, moi, le tournoi, c'est ma passion, et je sais que j'ai fait ça, pour vous dire, aujourd'hui, j'en suis à peu près à 28 000 tournois online joués, et entre 500 et 600 tournois live joués également. Et donc c'est peut-être le fait que ce soit ma passion, au final, qui m'a permis d'atteindre un pseudo long terme, qui fait que au bout d'un moment, la technique, le travail finit par payer, et j'ai fini par dégager du profit grâce à cet énorme volume au final. Sony, je voudrais revenir juste sur le tournoi. Alors toi, spécialiste tournoi, c'est ta passion. Récent vainqueur du Master BPT et récent vainqueur d'une bague WSOP champion du monde d'Afrique. C'est ça. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils font au WSOP. Plus de 400 000 $ de gains, ce qui fait quand même 399 000 $ de plus que moi. Quel est ton secret? Non, est-ce que c'est possible de pouvoir vivre en tant que joueur du tournoi? En tout cas, j'essaye. C'est plutôt compliqué. Merci Sony. Alors, non, c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour ma part qui ne soit pas un joueur sponsorisé. Je fais des gros swings, tout ça, donc c'est pas très rassurant. Mais j'essaye, je travaille beaucoup mon jeu. Quand tu dis des gros swings, comment tu les appréhendes ça? Très mal. Ça fait très peur parce qu'aujourd'hui je suis joueur professionnel. Et si ça se passe mal pendant 2-3 mois, ça peut tout changer. Donc c'est pas très rassurant. Coach Fabien, c'est quoi le swing en tournoi? Le swing. Évidemment, là on entend des discours très intéressants qui montrent que le tournoi, vous jouez, la majorité d'entre vous ici jouent en tournoi. Si vous êtes cette semaine, c'est aussi pour jouer des tournois. Vous vous rendez bien compte qu'en tournoi, il y a aussi une partie de chance qui existe. Il y a l'impondéré, perdre un flip, perdre un coup important, des choses comme ça. Et cet impondéré, évidemment, il est présent sur chaque tournoi. Et malheureusement, même les meilleurs joueurs du monde, n'importe quel joueur, Erwan fait partie des meilleurs joueurs alors, français, mais même du monde, avant chaque tournoi, il ne va pas pouvoir dire demain, ce tournoi, il est pour moi. Autant en tennis ou dans d'autres domaines, dans le sport, les favoris vont souvent ceux qui vont se placer le plus loin possible. Au poker, il y a de l'aléatoire. Erwan parlait de volume de jeu. Évidemment, plus on va faire de tournois, plus on va pouvoir contrer en partie cet aléatoire. Et c'est pour ça que vous avez l'impression à la télé que ce sont toujours les mêmes, entre guillemets, qui reviennent. C'est tout simplement parce qu'ils ont un volume de jeu important qui est couplé, évidemment, à une bonne technique, à une expérience, au mental et ainsi de suite. Mais donc cette variance en tournoi, elle peut faire relativement mal. On avait parlé de ça la dernière fois, je donne l'exemple que j'avais donné, il te plaisait bien cet exemple, alors je vais le donner.
Donc au tennis, prenons l'exemple au tennis, s'il y a des joueurs de tennis ici ou en tout cas des fans qui regardent le tennis de temps en temps à la télé, on pourrait comparer un tournoi, alors je vais très loin au niveau de la comparaison mais ça a du sens, à un match de tennis où on joue un match de tennis, tout se passe bien, 3-7 gagnants, on gagne le premier set, ça se passe super bien, 6-0, 6-1, 6-2, peu importe, on gagne le deuxième set, on est au troisième set, on gagne 5-0, 40-0, on est en train de mettre la patte à son adversaire, et d'un seul coup, l'arbitre, et au poker, l'arbitre, ça va être un peu dame-chance dans ce coup-là, l'arbitre vous dit, celui qui gagne cette balle, donc qui est la balle de match, gagne le match. Vous voyez ? Et là, forcément, on se dit, tiens, il y a un problème. Mais au poker, c'est un peu ça en tournoi, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer très bien pendant 3 jours, on se retrouve en Détroit, on a des bons coups, on a pris de la value, on a passé nos bluffs, et puis on va jouer un coup qui va décider du résultat. Et ce coup, il est indépendant de tout ce qu'on a joué avant, entre guillemets. Cette analogie, elle est très exagérée, mais néanmoins, c'est pour montrer la brutalité des tournois et donc la brutalité au niveau des résultats. Jason Mercier, dans une discussion qu'on a eue à Vegas, nous dit « J'ai aligné 63 tournois sans faire d'ITM ». 63 tournois sans faire d'ITM. On parle d'un joueur qui est dans le top 3 mondial depuis 4-5 ans. C'est extraordinaire. C'est ça la variance. Et c'est à ça que fait référence Sony. Comment ? C'est un des joueurs qui a le plus gagné au poker. C'est un super joueur, il a plein de qualités, mais il est capable d'aligner une série sans item. Vous vous rendez compte ? Donc ne vous inquiétez pas quand ça vous arrive de ne pas avoir fait item 5 fois au club ou chez vos potes ou en casino. Il n'y a rien d'anormal, d'accord ? Mais ce qui va faire la différence entre le joueur d'expérience et monsieur tout le monde, entre guillemets, c'est que ces mêmes joueurs qui peuvent avoir des séries mauvaises, le jour où la perf est là, c'est des perfs qui vont être très fortes. La plupart du temps, ça va être des tables finales, des deuxièmes places, des victoires, dues à l'expérience accumulée. On a parlé du sponsoring, mais il y a aussi l'après-sponsoring. Alors, bon, Erwan, tu le connaîtras jamais, toi, mais pour les autres, ceux qui ont un run normal, à un moment donné, ça s'arrête. Gloob, t'as connu Oui. l'après-barrière. Oui. Alors, c'est un peu particulier, c'est barrière fermée, ça s'arrêtait, Ouais. voilà. T'étais resté 2 ans chez Non, Barrière ? j'ai fait 1 an. Je Un an. suis arrivé, la roue m'a fermé. Je sais pas si c'est de ma faute. Parfait. Alors, est-ce que tu vois une corrélation ? Est-ce Non, je pense pas. que tu vois une corrélation ? Non. Tu étais arrivé comment chez Barrière ? Il y avait un concours, il y avait quelque chose ? Ouais. En fait, c'était une sorte de promotion un peu comme PMU Un Fest. peu comme l'excellente promotion ProDream. Voilà. Je vous en prie. Non, en fait, c'était une sorte de jeu. Enfin, il fallait déjà faire une table finale d'un Barrière Poker Tour qui était le tournoi, enfin qui existe toujours, mais qui est un tournoi régulier du circuit. Il y avait 7 ou 8 étapes en France. Et dès que tu faisais une table finale de ce tournoi, une seule personne qui avait fait la table finale était qualifiée pour un casting qui allait se passer à Cannes. Donc on s'est retrouvés au casting où on était 12 et voilà, j'ai été le meilleur entre guillemets dans ce casting et j'ai été pris par Barrière. Et ouais, non, c'était une très bonne année. En plus, à l'époque, le contrat offrait 100 000 euros. En gros, j'avais un contrat de 110 000 euros, donc ce qui était déjà beaucoup à l'époque, ce qui est encore mieux maintenant, parce que généralement, les contrats en France, c'est plus 50-60 000 euros. 110 000 euros, c'est l'enveloppe. Hein. J'ai pas eu 110 000 euros d'un coup. D'ailleurs, j'ai pas fait grand-chose avec cette enveloppe. Mais non, mais après, voilà, l'après-sponsoring, en fait, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en plus, moi, mon cas personnel, je pense que... Tu as eu un bad run pendant un moment, non ? Ouais, typiquement, on parlait de variance. Voilà, moi, j'ai eu une époque de ma carrière où je faisais tout le temps ITM, je faisais des tables finales tous les 2-3 mois. Je me disais, ce jeu, c'est trop bien, c'est trop simple, je suis trop fort. Et après, tu as une période où voilà, ton flip il passe plus, tu fais plus Broland et tu n'arrives plus à prendre le tapis du mec, et ainsi de suite. Enfin, voilà, après, il y a un peu de confiance aussi qui rentre en jeu. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais pour l'après-sponsoring, ouais, en plus, c'était difficile pour moi parce que je pense que j'avais fait plutôt du bon boulot chez Barrière et j'aurais pu peut-être avoir une reconduction. Et voilà, quand on nous a dit que la room allait fermer, c'est vrai que ça faisait un choc en plus, parce que c'était une room que j'aimais beaucoup. Et l'après-sponsoring, après c'est différent, il faut essayer de rebondir, parce que tu dis que la vie s'arrête pas, et puis il y a plus grave que perdre un sponsor, t'as pas perdu tes parents ou autre chose. C'est une chose différente en fait. C'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir partir à Las Vegas ou en Australie ou jouer des tournois à Monaco
et que tu reprends ton année et que tu dis bon, bah, l'Australie on va peut-être éviter parce que ça peut être 15-20 000 euros de frais, etc. Donc tu repars un peu au combat comme quand tu as fait au début. En fait, au début, moi j'ai un peu le même profil qu'Erwan, des free rolls, etc. Tu repars pas au free roll, mais tu repars à peut-être tenter des qualifications sur des satellites pour se qualifier pour des tournois chez PMU ou autre. C'est différent, c'est vraiment une motivation. Tu peux rejouer en cash game, tu peux refaire aussi beaucoup de volume parce que quand tu es sponsorisé, tu voyages beaucoup, donc tu peux aussi perdre un peu une partie de ton niveau, donc c'est bien aussi de te forcer à rejouer online. Et après, c'est des choses différentes aussi. Moi, voilà, personnellement, je fais un peu de coaching, je fais beaucoup de commentaires notamment, donc ça peut aussi permettre de te diversifier. Et voilà, c'est pas une fin en soi, le sponsoring. Évidemment que c'est quelque chose qui est vraiment génial. Je pense que voilà, tous les gens qui sont là, bon, à part peut-être Sony, je lui souhaite un jour, mais on est tous très contents. On a été contents d'être sponsorisés, mais c'est pas la fin du monde. Le poker existe encore. Il y a d'autres tournois. Alors certes, c'est moins facile de pouvoir faire un tournoi à 10 000 euros maintenant, alors que, contrairement à l'époque où j'étais sponsorisé, mais voilà, tu peux te qualifier, voilà, c'est pas une fin en soi, et je pense que ça peut aussi te redonner un coup de boost, une motivation différente. C'est une gestion de vie différente, mais ça reste, voilà, le poker existe toujours, la passion pour le poker existe toujours, et voilà, même si tu joues pas les mêmes tournois, tu kiffes toujours autant ce jeu, donc je pense que c'est le principal, quoi. Enfin, de toute façon, sur l'après-sponsoring, il faut bien prendre conscience que c'est fini le temps où tu avais un joueur sponsorisé qui allait durer 10 ans. C'est fini, hein, les Negrano, tout ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'abord les niveaux de contrat, et je pense que c'est intéressant. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une information assez intéressante pour le public, c'est que les niveaux de sponsoring, c'est bien de savoir ce que ça représente. Disons qu'il y a 5 ans, il y avait des contrats qui représentaient 1 million. Il y a des joueurs qui avaient 1 million de contrats, c'est-à-dire qu'ils jouaient 1 million de buy-in. C'est pas 1 million dans la poche, hein, c'est 1 million de buy-in. Donc vous imaginez le nombre de tournois qu'ils jouent. Aujourd'hui, les niveaux de contrat en France, ça varie entre 20 000 et peut-être 200 ou 300 000 pour certains joueurs belges. Comment ? Certains joueurs belges. Certains joueurs belges. Certains génies belges. Donc voilà. Mais la moyenne des contrats, on est plutôt aujourd'hui entre 50 et 100 000. Donc c'est-à-dire que ça s'est quand même pas mal dégradé. Et je voulais en venir à quoi ? Je voulais en venir au fait que aujourd'hui, les joueurs sponsorisés savent très bien, et ils ont tous conscience, qu'il y a un début et il y aura une fin. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le sponsoring, c'est un outil de marketing pour les rooms. C'est un levier de marketing. Et il faut que les joueurs qui ne sont pas sponsorisés puissent se dire que c'est possible encore. Parce que si on commence à prendre des joueurs 5 ans, tu perds l'espoir, en fait, le joueur perd espoir. Et il faut que ça reste quand même un rêve accessible. Alors il y a plusieurs moyens d'arriver au sponsoring, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est un outil marketing qui va fonctionner à un moment, et puis après il va s'arrêter, et puis on va donner la chance à d'autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et après, il y en a qui font du super travail, et qui arrivent à rebondir sur d'autres choses. Et Steven en est l'exemple parfait, parce que, effectivement, d'abord, au-delà du fait que c'est un joueur exceptionnel, qui est un bon technicien, il a su, avec le travail qu'il a fait avec Barrière, et c'est un super travail que tu as fait. Je trouve même qu'il te méritait pas, parce que tu étais tellement bon que... Non mais c'est vrai, il était motivé, il avait des idées, il s'exprimait, c'était parmi les premiers à travailler les réseaux sociaux, etc. Et ça lui a permis, après le sponsoring, de rebondir et de faire d'autres choses dans le poker. Donc aujourd'hui, il a de l'activité dans le poker, il commente les EPT. Il est le commentateur EPT. Voilà, et il est reconnu pour son travail, et il est apprécié pour son travail. Bon, il va falloir que tu fasses quand même des beaux résultats maintenant. Bon, pour finir, il y a un joueur qu'on n'a pas trop entendu. Alors Sony, tu vas clôturer. Je disais tout à l'heure, plus de 400 000 $ de gains, plusieurs victoires à ton compteur. Oui. Je pense un des top 20 français tournois. Je pense que Erwan pourra confirmer, mais un des top 20. Voilà, extrêmement présent sur le circuit. Pour clôturer, toi, tu n'as pas eu encore la chance d'être sponsorisé. Tu as le profil, d'après toutes les explications que vient de donner Zach, je pense que tu as le profil. C'est quoi aujourd'hui ? C'est quelque chose qui te tente vraiment ? C'est un espoir ? C'est quelque chose que tu mets de côté, tu continues à faire les résultats et puis tu verras comment tu vois cet espoir de sponsoring, toi ? Je pense que ça peut faire rêver tout le monde. Ça fait rêver la plupart des personnes.
pour jouer les plus grands tournois dans le monde, par exemple. Moi, j'ai la chance de déjà pouvoir jouer ces tournois, mais ça me fait rêver d'un autre côté, pour faire partie d'une équipe, représenter une marque. Et je pense surtout que pour moi, faire partie d'une team pro, c'est l'aboutissement de tout joueur de poker. Ce que je vais dire, c'est un peu bête, mais je préférerais gagner une promotion avec un contrat de 50 000 € plutôt que de gagner un tournoi avec 50 000 € à la gagne. Au final, c'est pas rationnel, c'est la même chose, mais c'est une reconnaissance, je pense. Est-ce que c'est un des buts final d'un joueur qui est professionnel de tournoi de finir sponsorisé? Oui, je pense que c'est le but de beaucoup de joueurs. Moi, de toute façon, je continue, j'essaye d'être exemplaire, de jouer. Et si un jour on vient taper à ma porte, je dirais pas non. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui diraient non, de toute façon. Ouais, là, je vais te donner une réponse. Effectivement, tu en rêves, et il y a beaucoup de joueurs professionnels qui en rêvent. Il y a beaucoup de joueurs non professionnels qui en rêvent aussi. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que vous preniez conscience que, au-delà de votre niveau de jeu, qu'il faut continuer à travailler parce que c'est super important, parce que c'est ce qui fait que vous vous faites remarquer, que vous faites des performances. Il y a d'autres aspects qu'il faut absolument que vous commenciez à travailler vraiment massivement, et c'est ce qui fait la différence en réalité entre deux bons joueurs. C'est votre communication. C'est la communication, parce que, comme vous disiez au départ, être sponsorisé, c'est porter une marque, c'est porter des principes, c'est porter des choses comme ça. Mais pour que tu puisses convaincre en fait une room, il faut qu'elle puisse avoir, avant de t'avoir avec elle, la certitude que tu es capable de communiquer, et que tu es capable de communiquer sur les nouveaux outils de communication, à savoir les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui est puissant aujourd'hui, Facebook, YouTube, Twitch, etc. Voilà. Et ça, c'est des éléments qu'il faut absolument que vous travaillez. Alors, Gloob le fait très bien. C'est clairement... C'est une ouverture, t'as vu ? Non, mais c'est... Erwan le fait très bien. Il a évolué, Erwan. Il le fait plus pareil qu'avant. Après, bien sûr, on est là pour aider, hein, on est là pour vous améliorer, etc. Mais si vous nous donnez des éléments en amont, forcément, quand il y a des choix à faire à un moment ou à un autre, forcément, on pensera à vous. Et forcément, vous serez dans les listes qui seront des shortlists qui sont faites. Et donc ça, c'est un élément qui est très important. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit clin d'œil à YoViral. YoViral, qui est l'un des plus gros joueurs de cash game français, qui a été recruté et annoncé aujourd'hui comme nouveau team pro, donc il rejoint Sarah, Erwan et Pierre Merlin. Et ben, au-delà du fait que ce soit un super joueur online, un grand gagnant, un gros gagnant, je crois qu'il a fait 300 000 € de gains l'année dernière. Donc, au-delà de ça, ce qui nous a convaincus, c'est sa façon de communiquer auprès des cibles qui nous intéressent. Ça a été le premier à aller sur Twitch, ça a été le premier à créer une radio. Forcément, quand on a un choix entre 5 ou 6 joueurs qui se valent quelque part, on fait le choix de celui qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire celui qui va nous amener le plus de communication et le plus de mise en avant de notre marque. Donc ça, il faut vraiment que vous preniez conscience. Et les portes ne sont jamais fermées. De toute façon, il y aura la chance de tout le monde aura sa chance normalement. Pas tout le monde, peut-être pas tout le monde. Mais... Pas tout le monde, mais... Moralité pour clôturer, Gloob et Sony, vous vous mettez ensemble et vous splittez le contrat. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier d'être venus. Merci à vous d'avoir été là. Vous pourrez retrouver cette conférence sur YouTube en intégralité ou presque. Et puis, à partir de maintenant, ils sont à vous pour toute une série de questions. N'hésitez pas, c'est la porte ouverte.